Bonjour tout le monde. Voilà, donc effectivement, moi je suis Touchka, je suis directrice de la communication et de la mobilisation chez Fairtrade et je vais vous amener avec moi pour parler des bases de Fairtrade. Si vous avez des questions, évidemment, comme l'a dit Augustin, vous pouvez les poser dans le Q&A. Et puis, à l'issue du webinaire, n'hésitez pas aussi de nous contacter si vous voulez passer un petit peu plus en profondeur dans l'un ou l'autre sujet qu'on aura abordé, parce que comme on l'a dit, c'est une introduction, et donc ce sera assez léger au niveau contenu. Alors, prochain slide. Alors, pour commencer, il faut partir de la base. C'est que malheureusement, et depuis quand même très longtemps maintenant, les producteurs et les productrices à travers le monde vivent en grande partie, malheureusement, encore dans la pauvreté. Il y a à peu près 800 millions de personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de la pauvreté et les 3/4 de ces personnes vivent dans les milieux ruraux. Ce sont donc les personnes qui nous nourrissent qui vivent dans la pauvreté et qui n'ont pas nécessairement un repas par jour. Il y a pas mal de chiffres qui peuvent l'exprimer, mais si on regarde les produits, je veux dire un peu phares de Fairtrade, on peut voir par exemple que dans le secteur du cacao, surtout en Afrique de l'Ouest, parce qu'ici il est marqué en Côte d'Ivoire, mais aussi au Ghana, un producteur de café, globalement, doit faire avec 67 cents par jour, ce qui est en fait la limite de l'extrême pauvreté dans cette région-là, calculée par la Banque mondiale. Bon, on va y revenir après, un peu plus dans les détails, mais c'est vraiment une situation catastrophique, sachant aussi le peu d'alternatives qui existent pour les producteurs de cacao. Pour le café, par exemple, vous voyez ici qu'il y a à peu près 25 millions de personnes qui sont dans le café, de producteurs de café, qui vivent aussi dans la pauvreté et qui, en plus, ont comme charge supplémentaire, et ça vaut aussi pour d'autres secteurs, mais pour le café, c'est particulièrement délicat. Ils doivent en plus porter la charge des conséquences néfastes du changement climatique. Et pour pouvoir s'adapter à cela, il faut quand même un minimum de moyens, ce qu'ils n'ont pas. Il faut savoir qu'un producteur de café, globalement, ne revoit que 1% du prix d'une tasse de café. Autre chose, par exemple, par rapport aux bananes, vous achetez une banane moins de 1 euro le kilo, sachez que en fait, c'est une banane très chère. C'est juste que ce n'est pas vous qui payez le prix. Et qui paye le prix? Eh bien, le producteur, justement, qui, lui, doit faire avec vraiment rien et donc trouver une autre manière de vivre, et c'est souvent aux dépens des droits humains et de l'environnement. Et donc, effectivement, je disais l'environnement qui, lui aussi, paye le prix, et tout ça a un coût. Et ça s'appelle les externalités. Et si on monétarise ces externalités, on voit qu'en fait, le prix réel d'une banane est bien plus cher qu'en dessous de 1 kg. Donc, en fait, ce que j'essaye de dire ici, c'est que la pauvreté dans les chaînes alimentaires des producteurs et productrices dans le monde est à la base de nombreux drames environnementaux et sociaux et humains, et notamment l'esclavage des enfants ou le travail des enfants, la déforestation, la malnutrition, le travail forcé, des pratiques d'agriculture non durable, utilisation de pesticides dangereux, voilà, des situations d'inégalité au niveau du genre,
et surtout aussi, quelque chose de très actuel aujourd'hui, l'incapacité de ceux qui nous nourrissent de pouvoir s'adapter au changement climatique, ce qui fait que ça met en danger non seulement leur vie à eux, mais aussi à plus long terme l'approvisionnement des aliments qu'on aime bien consommer. En termes d'exemple, si je parle de la déforestation par exemple, eh bien, prenez un producteur de cacao qui vit dans l'extrême pauvreté. Il doit cultiver voilà, une parcelle. Il obtient un prix lamentable. Il n'a pas les moyens de produire plus durablement pour se former, par exemple, ou apprendre d'autres techniques ou d'acheter, je veux dire, d'autres plantes ou que sais-je encore. Son seul moyen, finalement, d'avoir plus de revenus, c'est de couper plus de forêts. Hein, et puis de faire plus sur géographiquement. Hein, donc, malheureusement, c'est un des exemples, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Il faut aussi savoir que des pesticides dangereux sont facilement obtenus et contrairement à effectivement se former à l'agroécologie ou à des techniques plus durables. Voilà. Alors, ça, c'est un principe, Trade Not Aid. C'est le principe cœur à la base de tous les mouvements de commerce équitable dans le monde. Ce n'est pas juste Fairtrade, c'est ce qui nous unit tous ceux qui sont engagés dans le commerce équitable. C'est ce principe fondateur de dire voilà, qu'est-ce qui est à l'origine des inégalités, des drames humains et environnementaux, de la pauvreté dans le monde? Eh bien, en fait, c'est ces inégalités sociales, économiques, ce sont ces injustices sociales et économiques qui se trouvent au niveau du système mondial et ce n'est pas une fatalité. Il y a des dysfonctionnements, il y a aussi des choses très positives qu'on peut dire sur le commerce, mais il y a des dysfonctionnements qui trouvent toujours, voilà, qui amènent les producteurs vers le bas depuis trop longtemps. Et si on fait mieux le commerce, inévitablement, avec ce que je vous ai expliqué juste avant, on devrait pouvoir créer une spirale positive et beaucoup plus durable, évidemment, pour lutter efficacement et de manière systémique contre la pauvreté dans le monde. Alors, maintenant un petit peu plus Fairtrade. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fairtrade est une ONG. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Et au cœur de cette ONG, il y a effectivement le label. Mais nous faisons bien plus de choses. On en reviendra là-dessus. On fait aussi du plaidoyer, hein, on fait de la sensibilisation, etc. Mais ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on travaille main dans la main avec nos réseaux de producteurs qui sont les réseaux de producteurs d'Amérique latine, qui s'appelle la CLAC, de l'Afrique, c'est Fairtrade Africa, et d'Asie, c'est la NAP, c'est leur nom, mais ils représentent en fait tous les producteurs de leur région et ils sont encore organisés de manière plus spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis main dans la main, c'est pas juste une idée, c'est très très concret, parce que toutes les grandes décisions qui sont prises en termes d'orientation stratégique, mais aussi en termes de qu'est-ce qu'on va, quel est le prix minimum qu'on va, enfin, quelle est la prime Fairtrade qu'on va revoir ou le prix minimum qu'on va revoir effectivement pour tel ou tel produit, eh bien, toutes ces choses-là sont décidées main dans la main au niveau de Fairtrade international avec les représentants des producteurs qui sont ces réseaux de producteurs. Et ils sont donc je veux dire, en égalité totale dans les prises de décision qui sont prises dans Fairtrade International. Et donc, vous avez d'un côté, effectivement, les réseaux de producteurs, et puis vous avez de l'autre côté aussi des associations comme la nôtre, ici en Belgique, dont l'objectif premier est d'ouvrir le marché davantage vers le commerce équitable. Donc, ça veut dire simplement qu'on veut qu'un maximum d'entreprises
sourcent, comme on dit, leurs produits dans la filière du commerce équitable, qu'on sensibilise et les pouvoirs publics et le secteur privé et surtout aussi les citoyens. Voilà, ça c'est notre travail, ça c'est le type d'association qu'il y a, et puis il y a les types d'associations de réseaux de producteurs. Voilà, et donc ça c'est quand même quelque chose de très spécifique chez Fairtrade. On n'est pas, je vais dire, une organisation, comme on dirait avant, du Nord, qui travaille pour le bénéfice du Sud. Ensemble, nous voulons revoir et nous retravaillons le système de commerce international de produits agricoles. Et c'est vrai qu'il y a un très gros focus sur les pays dits du Sud, on dit le Sud global aujourd'hui, parce que c'est aussi l'origine de Fairtrade au départ. Alors, Fairtrade, le label, fonctionne avec des standards. Donc, on a pour chaque type de produit, donc il y a tout un tas de produits, vous pourrez vous renseigner plus tard, mais on a les produits principaux qui sont connus comme le café, le cacao, les bananes, le thé, le coton, les fleurs, etc. Pour ces produits, il y a des standards qui sont environnementaux, économiques, sociaux et qui sont voilà, des normes auxquelles les producteurs, la coopérative de producteurs doivent absolument répondre pour pouvoir être certifiés. Le prix minimum aussi est un élément très représentatif de Fairtrade, puisque nous sommes le seul système de certification qui a cet outil-là. Et cet outil revient en fait à une garantie très importante pour certains produits comme le café et le cacao, qui sont soumis à des grosses pressions sur les prix, et donc une forte volatilité, une instabilité des prix qui rend aussi très peu sûr et très difficile pour beaucoup de producteurs la possibilité de se projeter dans l'avenir, de faire des investissements, etc. Ce prix minimum, en fait, est un prix de base en dessous duquel le produit ne pourra jamais être acheté. Donc, le prix du marché international, il a beau chuter, quand on achète dans la filière Fairtrade, on ne pourra pas payer le prix du marché qui est en dessous. On a la garantie d'un prix minimum. Si le prix du marché monte, évidemment, nous, on monte aussi. Hein. Donc, c'est vraiment une base importante sur laquelle ils peuvent compter et qui couvre au moins les frais, les coûts d'une production durable. Juste en dessous, vous avez en rose son corollaire, on va dire, son partenaire, qui est notre prime Fairtrade. Alors, la prime Fairtrade, elle est non négociable. C'est aussi en ça qu'on se différencie par rapport à d'autres labels. C'est un montant, en plus du prix minimum ou du prix du marché, que Fairtrade oblige, entre guillemets, à payer et qui revient aux coopératives qui décident elles-mêmes comment est-ce qu'elles vont réinvestir ce montant dans la coopérative ou dans la communauté. Ce montant est donc énormément utilisé pour investir dans des nouvelles pratiques, pour payer des formations, pour parfois aussi des choses très concrètes au niveau de la communauté, une maison de santé, faire venir de l'eau autrement ou justement une station de lavage plus performante, etc. Donc, c'est vraiment, cette prime est utilisée pour améliorer les conditions de vie et de travail des membres de la coopérative et de leur communauté. Après, il y a aussi ce côté empowerment. Je vous disais déjà tout à l'heure qu'il y a des formations qui peuvent être payées grâce à la prime. Bien, c'est exactement ça. Donc, avec les réseaux de producteurs, nous travaillons de concert, évidemment, pour faire en sorte que les producteurs puissent acquérir des compétences et des connaissances pour un tas de choses. Ça peut être en termes de genre, hein, pour faire en sorte que des femmes dans les communautés productrices puissent aussi avoir un rôle, même un rôle prépondérant. Donc, on a par exemple au niveau genre en Afrique un programme qui s'appelle le Women's School of Leadership. Donc, il ne s'agit pas seulement de permettre à la femme de aussi avoir son rôle et avoir ses revenus, mais même d'avoir un rôle de leadership au sein de la communauté et de la coopérative. Donc, il y a des formations comme ça qui existent sur les 3 continents.
mais aussi évidemment des formations en termes d'adaptation au climat, en termes de production plus durable, en agroforesterie. C'est vraiment très large, ou en diversification des revenus. Donc voilà, et toutes ces formations, elles varient en fonction de la nécessité des régions et de leurs besoins. Alors, il y a aussi tout un training au niveau démocratique. Donc, c'est quelque chose de très important aussi, ça fait partie aussi des standards, c'est que ce soit une coopérative ou une plantation, il y a aussi un faible pourcentage d'organisations qui sont certifiées Fairtrade et qui sont des plantations, doivent respecter vraiment les principes de la démocratie, c'est-à-dire qu'on décide ensemble de l'utilisation d'une prime. Les personnes qui ont des rôles de leadership sont élues. Donc voilà, c'est vraiment très, très important et c'est quelque chose qui est aussi audité, c'est vraiment vérifié au sein du système. Voilà, prochain slide, parce que les coopératives, c'est vraiment cette idée-là aussi, hein, d'avoir des membres qui sont à part égale, des membres actifs, je vais dire, dans l'organisation. Alors ça, c'est un autre slide qui permet aussi de voir un peu à quel niveau on travaille. Je vous ai dit tout à l'heure, Fairtrade International, c'est d'un côté ce qu'on appelle les réseaux de producteurs, le bleu que vous voyez, et de l'autre côté, ce qu'on appelle les NFO. Donc, ça, c'est les organisations comme la nôtre qui travaillent au niveau du marché et de la société pour conscientiser et engager davantage vers le Fairtrade. Ces deux travaillent main dans la main et au cœur de tout ça, on a nos standards Fairtrade, évidemment, qu'on partage et qui finalement sont un set, je veux dire, d'une vision de construction, d'une vision du commerce beaucoup plus humaine et beaucoup plus durable. Je veux dire, vous descendez la petite ligne là et vous voyez en fait tous les niveaux dans lesquels en fait le système agit. Donc, tout le long de la chaîne de valeur, toutes les étapes doivent répondre aux standards et aux normes. Et donc, ce n'est pas juste un producteur ou un acheteur, donc c'est tout le long où on doit créer cette transparence, où on garde nos normes et nos standards spécifiques et qui sont vérifiés par Flowcert. Vous voyez tout en dessous, Flowcert, c'est une organisation indépendante qui va aller sur place vérifier si les standards, les normes, les règles sont bien respectées à chaque niveau de la chaîne de valeur. Et ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on risque d'avoir, je veux dire, un mauvais équilibre aussi, de nouveau, des inégalités qui se produisent, que ce soit que portées par les producteurs ou que par les consommateurs ou les marques qui vendent sur le marché. Voilà, je pense qu'on passait, voilà, prochain slide. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous le petit schéma avec les 3 ronds de la durabilité où on voit l'économie, le social, l'environnement. Bon, vous connaissez peut-être aussi People, Planet, Prosperity. Ça fait vraiment partie de cette dynamique, de ce système qu'on veut mettre en place, qu'on met en place d'ailleurs, et qui crée un cercle vertueux dans lequel, voilà, l'humain, la planète ont leur juste place et justement créent une prospérité qui nous permettent de se projeter beaucoup plus durablement et beaucoup plus positivement dans l'avenir. Alors, au niveau humain, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, donc on a vraiment un focus sur le respect des droits humains et plus particulièrement des problématiques de type travail des enfants, du type voilà, la protection de la santé aussi sur le travail, voilà, la démocratie, la manière de s'organiser, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans les plantations, évidemment, la liberté syndicale, la protection de la maternité, etc. Ça fait partie des normes qui doivent être, sur lesquelles doivent être respectées, bien sûr, mais sur lesquelles on a vraiment un focus particulier. Je dirais même quand même aussi, parce que même si mis dans Prosperity, le droit à un revenu vital, un revenu avec lequel on peut vivre, ça c'est quand même aussi un droit humain que je mettrais aussi dans Planet.
dans People, d'ailleurs. Alors, pour le Planet, vous avez voilà, un certain nombre de choses qui sont vraiment essentielles, qui sont le respect des ressources naturelles, le fait d'exclure toute utilisation de pesticides dangereux, ce qui n'est pas le cas pour d'autres labels. C'est vraiment un truc sur lequel on se différencie aussi. Voilà, la biodiversité, la promotion d'une production bio, organique, comme ils disent en anglais. Donc, il faut aussi savoir qu'à partir du moment où un producteur est aussi certifié bio, donc nous, on n'offre pas la certification bio, hein, donc ça c'est à part, mais à partir du moment où ils sont bio, ils ont aussi une meilleure prime. Donc, non seulement on aide les producteurs à produire de manière plus durable à l'aide de formation et avec la prime, mais en plus, une fois qu'ils y sont parvenus, ils ont une meilleure prime. Voilà. Et au niveau prosperity, je vous ai déjà dit, minimum price, la prime, le préfinancement aussi, ça c'est important à dire, c'est-à-dire que parce que si vous voulez, beaucoup de producteurs qui vivent déjà dans la pauvreté extrême ont du mal à pouvoir investir dans certaines matières premières ou allez, je veux dire des éléments pour pouvoir faire leur travail, et donc on préfinance aussi, ça fait partie aussi du système. Voilà, et le long terme aussi, hein. Donc on n'est pas dans des petits one-shots, c'est vraiment un travail de long terme qu'on a avec les producteurs, c'est-à-dire que quand, par exemple, des coopératives de producteurs ont des difficultés et qu'un audit montre qu'ils ne sont pas dans les clous, on ne va pas juste dire « Ah ben, vous êtes plus certifié, c'est fini ». Il y a tout un travail d'accompagnement pour voir où sont les problèmes, comment est-ce qu'on en est arrivé à là, quelles sont les solutions qu'on peut amener. Et ce n'est que dans des cas extrêmes qu'ils sont exclus du système quand on voit qu'il n'y a vraiment pas de volonté ou de progrès pour être de nouveau dans les clous au niveau des normes et des standards. Donc voilà, c'est vraiment un investissement à long terme, un engagement réel qu'on a toujours en gardant en tête que la première chose que l'on fait ici, c'est lutter contre les injustices sociales, humaines et environnementales et dans le système économique mondial. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a sauté un slide très rapidement. Ça bloque un petit peu. Voilà. C'est la même chose. Oui, je me répète un petit peu, c'est un peu la même chose, hein, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des standards qui sont donc, et des normes qui sont vraiment adaptés aux différents types d'acteurs. Donc, vous avez les producteurs d'un côté, vous avez les traders, vous avez au niveau des prix aussi. Donc, voilà, ce n'est pas juste quelques petites normes, c'est quelque chose d'adapté au type d'acteurs et au type de produits aussi. Voilà. Ça, c'est juste pour montrer aussi le différentiel qu'apporte le système de la combinaison du prix minimum et de la prime Fairtrade. Donc, vous avez la ligne bleue qui est la ligne de fluctuation du prix du cacao. Vous voyez qu'il y a quelques très gros trous vers le bas. Et vous voyez aussi voilà, la stabilité qu'apporte en fait le prix minimum aux producteurs. Et donc, il ne faut pas oublier qu'évidemment, quand les prix augmentent, sur le marché mondial, le prix Fairtrade augmente aussi, qu'en plus il y a le prix Fairtrade qui est rajouté. Et j'ai un bel exemple aussi par rapport à ça, c'est que le prix minimum et la prime Fairtrade, c'est deux choses essentielles, mais ce n'est pas tout. Hein, donc c'est vrai que, par exemple, certains producteurs de café au Rwanda s'en sortent vraiment bien parce qu'ils ont un café au niveau financier, ils ont un café d'excellente qualité. Et donc, ils ont un très bon prix pour ce café, single origin, specialty coffee, tout ça. Maintenant, le bénéfice de Fairtrade, c'est aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir et de pouvoir s'adapter, notamment, par exemple, aux changements climatiques, mais de bénéficier de tout ce que le système apporte en termes de formation, en termes de networking, d'accès au marché,
ça permet de pérenniser aussi les efforts d'une organisation. Voilà, ça c'est juste une carte pour vous montrer un petit peu les réseaux de producteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez un bureau avec des employés et puis après il y a tous les producteurs et travailleurs qu'ils représentent. Alors, voilà, je vous ai déjà un tout petit peu dit ça aussi, mais là je vais être un peu plus concrète, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait Fairtrade Belgium en Belgique? Eh bien, on sensibilise, on informe 3 types d'acteurs différents dans notre société. Tout ce qui est secteur privé, on l'a appelé ici industrie. Donc, c'est les entreprises qui sont actives, qui par exemple vendent des produits dont les ingrédients pourraient être sourcés, comme on dit, dans le commerce équitable. Un chocolatier ou alors le retail. Qui vend des bananes, etc. Donc, le secteur privé. Le secteur public, à ce niveau-là, on travaille au niveau local avec Fairtrade Remain et Commune du commerce équitable. Fairtrade Remain, c'est en fait un programme qu'on partage avec Oxfam et Ricolto. Donc, c'est quelque chose qu'on fait ensemble avec d'autres ONG. Et puis, le pendant de Fairtrade Remain, c'est Commune du commerce équitable. Et ça, c'est Oxfam Magasin du Monde qui pilote ça, mais dans lequel nous, on est évidemment actifs aussi. Donc, au niveau local, au niveau fédéral, évidemment, c'est, je vais dire, le plus gros de notre travail de plaidoyer, mais nous travaillons aussi au niveau européen avec FTAO, qui est le bureau de plaidoyer au niveau européen qui est situé en Belgique pour le commerce équitable. On travaille main dans la main avec eux. Au niveau des consommateurs, bien sûr, on fait nos campagnes de sensibilisation. C'est extrêmement important de continuer à nourrir les citoyens sur les différents enjeux qui traversent le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est vraiment, je veux dire, c'est une vision du commerce différente, mais qui est traversée par des sujets de société extrêmement importants et qu'on connaît tous, qui sont de l'ordre, voilà, le climat, le genre, le respect des droits humains, et j'en passe et d'autres. Et c'est important aussi pour les consommateurs de savoir un peu toutes ces notions qui sont dans la société, comment faire le tri. Et c'est vrai que le commerce équitable a tendance à vraiment être une sorte de panier de tous ces thèmes parce qu'il est à la croisée des chemins et propose un autre modèle. Voilà, donc à travers la communication de Fairtrade sur nos réseaux sociaux, nos campagnes, on s'adresse aux consommateurs et aux citoyens. Dans les entreprises, soit on a un contact direct, mais on a aussi pour les entreprises consommatrices, parce que les entreprises consomment aussi un programme qui s'appelle Fairtrade at Work, qui permet aussi, en tant qu'entreprise qui n'a rien à voir avec un produit alimentaire, de pouvoir aussi faire sa part, c'est-à-dire qu'il va changer ses pratiques de consommation. S'il a une cantine, il va faire venir des produits Fairtrade dans sa cantine. Il va commencer à consommer du café Fairtrade dans ses bureaux. Et dans ce programme aussi, l'avantage est de pouvoir aussi vraiment faire partie de la communauté Fairtrade et à recevoir des incentives, pouvoir participer à nos campagnes. Voilà, et avoir des formations, on vient parfois sur place dans les entreprises pour sensibiliser sur un certain nombre de choses, alimentation durable, voilà, etc. Voilà, je pense que j'en ai dit assez de ça. Alors, juste à titre d'exemple, je vais vous parler du case du chocolat Fairtrade en Belgique. Parce que c'est vrai que c'est un bon case qui montre comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on crée une dynamique positive pour sortir vers le haut à partir d'une situation difficile. Alors, pour le cacao, ce qu'il faut savoir, c'est que, je crois que c'était en 2018, quand un cacao baromètre et une étude aussi qui a été demandée par Fairtrade, une étude indépendante qui s'appelle le True Price Study, montrait qu'en fait, la majorité des producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest vivaient en dessous du seuil de l'extrême pauvreté.
Même les producteurs qui avaient été certifiés cacao étaient quand même certifiés Fairtrade, vivaient aussi dans la pauvreté. Et donc, on s'est quand même posé de sérieuses questions. Alors, pas tous, effectivement, mais pourquoi? Bien notamment parce que, enfin surtout parce que la demande dans nos pays est encore insuffisante. La demande en produits Fairtrade, commerce équitable. Donc, un producteur de cacao, il est certifié Fairtrade, ça c'est super, mais au final, comme la demande est trop petite, il ne peut vendre que maximum 30% de sa production avec les conditions du commerce équitable. Donc, le prix minimum, la prime, etc., que j'ai expliqué. Il bénéficie certes de toutes les formations, hein, donc ça c'est de tout ce que j'ai expliqué, des autres bénéfices, mais le prix, lui, eh bien, ce qu'il arrive à vendre dépend naturellement de la demande. Eh bien, s'il n'y a que 30% qui sont vendus en termes de commerce équitable, c'est-à-dire que 70% de leur production est vendue aux conditions conventionnelles. Donc, comme vous avez pu voir, parfois à des prix extrêmement bas, qui sont bien souvent en dessous des coûts de production. Donc, qu'est-ce que notre gros challenge, c'est de faire comprendre qu'il faut vraiment qu'on booste, qu'on augmente drastiquement la demande de cacao Fairtrade en Belgique. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je vais un peu vous passer à travers tout ça. Bon, évidemment, d'un côté, je veux dire, l'approche traditionnelle, c'est de dire, voilà, en fait, il faut juste créer plus de demandes au niveau des citoyens. Donc, il faut créer un besoin. C'est vrai, et ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ça ne suffit pas. Vous allez dans un magasin, vous allez acheter les produits qu'il y a. Et vous avez beau crier sur tous les toits, si les entreprises ne s'engagent pas, ils achèteront un autre chocolat. Donc, pas d'offre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on achète un chocolat, le chocolat qu'il y a, parce qu'on a envie de chocolat. Alors, prochain slide. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas forcément évident de convaincre avec les petits moyens qu'on a comme ONG qu'il faut passer à du Fairtrade, que ce soit au niveau des citoyens qu'au niveau des entreprises. Parce que nous, vraiment, on n'a un tout petit budget de communication et de marketing, tandis que certaines grosses marques ont vraiment, voilà, des centaines de fois de notre budget. Donc, on a aussi, en termes de messages vers le grand public, des messages qui sont plus souvent, des messages de « Oh, finalement, mon chocolat, il est assez bien durable, ou mangez celui-là, ou c'est noyé voilà, dans la masse. » Nous, notre petite voix, elle est noyée dans la masse si on veut vraiment se battre contre les grands géants. Mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, on ne veut pas se battre avec les grands géants. Donc l'important, c'est d'avoir tous les acteurs autour de la table. D'un côté, c'est vrai qu'il faut continuer à sensibiliser sur la problématique. Mais on fait ça aussi en travaillant avec des intermédiaires comme la presse, par exemple. On ne va pas essayer nous-mêmes directement de tout le temps communiquer vers tout le monde. C'est juste pas possible, on n'a pas les moyens. Après, il est aussi très, très important de travailler avec les pouvoirs publics pour que cette notion de revenu vital soit inclus dans les approches de durabilité et dans les politiques de durabilité que les gouvernements mettent en place pour stimuler l'industrie. L'industrie, de son côté, on le sensibilise aussi, on va le voir, on parle à des gens, ce n'est pas juste les gens qui sont dans l'industrie, ce n'est pas des robots, c'est des personnes aussi, on va leur parler, on va les rencontrer, on va faire des échanges sur, OK, quel est le risque de ne pas s'engager en tant qu'entreprise, quel est le risque de s'engager, pour comprendre un peu où sont les véritables bénéfices et de voir aussi comment est-ce qu'ensemble on peut travailler pour rendre le chocolat beaucoup plus Fairtrade en Belgique. Prochain slide. Et donc, oui, voilà, on crée une pression, mais positive, pas forcément négative. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On sensibilise la
la société civile, notamment à travers des campagnes de communication. Donc, on a fait cette campagne ici avec le slide suivant. La Une et Vivacité présente. Combien de temps travaillez-vous pour 67 cents? Un producteur de cacao en Afrique de l'Ouest, toute une journée. Avec Fairtrade, choisissez le commerce équitable. La Une et Voilà, bon, c'est juste un exemple, hein. C'était un outil qu'on a fait, mais c'était une campagne de télé, de réseaux sociaux, de presse. On a eu un très, très, très beau support aussi de la presse et des médias pour ça. Et au niveau du gouvernement, il y a une initiative qui s'est mise en place qui s'appelle Beyond Chocolate et qui avait effectivement comme objectif de mettre autour de la table tous les types d'acteurs possibles du cacao en Belgique, hein, pour qu'ils se parlent ensemble, qu'ils se mettent autour de la table, comment est-ce qu'on peut créer un cacao durable dans le temps et sortir de ce cercle vicieux où on ne respecte ni les droits humains, ni les droits environnementaux de base dans ce secteur. On ne peut plus continuer comme ça. Et Fairtrade, de son côté, évidemment, avec notre chapeau, on a plaidoyé fortement avec Oxfam notamment pour obtenir dans la législation, je veux dire, dans l'initiative, dans le texte de l'initiative, la notion de living income. Living income, le revenu vital, c'est vraiment cette notion d'un revenu qui permet pas seulement de se nourrir, mais aussi d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de pouvoir mettre ses enfants à l'école, de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde et aussi d'avoir une épargne. Donc, c'est autre chose que, par exemple, le salaire minimum dans un pays. Et donc, cette initiative a donné lieu à une belle dynamique avec le secteur qui s'est engagé, beaucoup de signataires dans cette initiative et aussi des commitments, donc des entreprises qui ont décidé vraiment de sourcer leur cacao dans le commerce équitable parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient travailler ainsi sur différents niveaux, tant au niveau humain, social, environnemental, économique, et créer cette spirale positive dans laquelle on doit absolument aller si on va tous être dans le mur un jour, ou ne serait-ce que pour les valeurs qu'on partage ensemble. Voilà, donc ça c'était pour le prochain, c'est au niveau de l'industrie. Oui, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est le cœur de notre travail aussi, c'est de mettre ensemble tous les types d'acteurs. Et donc, on a notre certification, on a le travail qu'on fait maintenant la main avec les réseaux de producteurs. On travaille par exemple aussi avec d'autres intermédiaires comme les universités. On travaille aussi grâce à ces différentes expertises et des partenariats qui nous aident à nous challenger aussi pour mieux faire parce qu'on se remet en question énormément. Et on est aussi supporté par le gouvernement qui nous offre des subsides dans le cadre du secteur de la coopération développement. C'est encore comme ça que ça s'appelle, coopération internationale. Voilà, quelques exemples de partenariats. On fait aussi des partenariats qui vont au-delà de juste la certification. C'est un peu ce qu'on fait aussi ici, ce que je peux vous montrer, où on va aller chercher des progrès supplémentaires au-delà du label. Donc, vous avez d'un côté le label et puis après, vous avez encore la possibilité de travailler plus spécifiquement sur la déforestation, ce qui est le cas pour Galère. Mais alors, on va aller trouver aussi d'autres partenaires autour de la table qui vont créer vraiment un projet commun. Donc, vous voyez ici pour Galère, il y a l'Université de Gand, de Jean Blou, il y a la TDC, donc la coopération belge. C'est vraiment un rôle de faiseur de pont qu'on fait pour aller vraiment au-delà et encore plus loin dans le changement au niveau de la réalité des communautés de producteurs. Et même chose aussi pour Colruyt, qui a aussi été un petit peu plus loin, décidé d'aller plus loin que juste la certification. Donc, ça peut être tant une marque de chocolat ou d'autre chose, ou effectivement un retailer qui a ses produits, qui veut aller plus loin.
On a évidemment Oxfam qui a toujours un rôle pionnier dans ce type de projet. Voilà. Voilà, merci Douchka pour toutes ces infos. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient arrivées. Je vais rapidement passer dans le dernier chapitre pour vous expliquer un peu comment vous pouvez soutenir l'initiative Fairtrade. Bon, déjà, évidemment, il y a tous les canaux de communication qu'on utilise, donc les réseaux sociaux sur lesquels on est fort actif, qui vous permettent de rester en contact avec les thématiques qui nous sont chères et finalement aussi de bien comprendre comment ces sujets vivent dans la société. Il y a le réseau des communes du commerce équitable et les Fairtrade Community dont Douchka a parlé, qui sont pour nous évidemment autant de partenaires potentiels pour nous soutenir dans nos campagnes. Il y a évidemment le réseau Fairtrade at Work qui compte quand même presque une centaine maintenant d'entreprises pour un total de 100 000 employés. Donc, il faut bien s'imaginer que si ces entreprises participent avec nous à nos campagnes de communication, c'est d'autant plus de personnes qu'on peut toucher, ou en tout cas des personnes qu'on peut toucher d'une totalement autre manière qu'à travers les canaux traditionnels qu'on utilise. Et puis, effectivement, en tant qu'ONG, on peut avoir la chance de pouvoir compter sur un certain soutien au niveau de la presse qui nous permet d'être quand même relativement présents dans les médias mainstream, on va dire, sur le public, le paysage médiatique belge. Nous aussi, en tant qu'ONG, on prend différentes initiatives qui vous permettent de vous engager dans notre communication. On a, si vous êtes un partenaire, un de nos partenaires, donc un retailer, une marque, un détenteur de licence, ou une de ces entreprises à Torque, etc., vous pouvez consulter nos toolkits de communication. Donc, on a développé du matériel prêt à l'emploi qui vous aide à communiquer sur votre engagement Fairtrade auprès de votre audience. On organise aussi volontiers des collaborations très spécifiques entre Fairtrade et nos partenaires. Ici, j'ai mis un exemple de Colruyt, c'est un exemple qu'on a fait l'été dernier. Puis, on a évidemment notre communication grand public. Toute l'année, je l'ai dit, on est présent sur les réseaux sociaux, mais aussi via d'autres formes. Par exemple, le week-end prochain, on sera partenaire de la Fair Fashion Fest à Gand, pour laquelle on a mis en place une action spécifique dans certains points de vente en collaboration avec Coche. Et 1 à 2 fois par an, on a aussi une campagne grand public que vous connaissez probablement. C'est la campagne qui a lieu dans le cadre de la semaine du commerce équitable, et à travers laquelle vous pouvez évidemment vous approprier le message et alors communiquer aussi auprès de votre audience. Je vois qu'il est déjà l'heure, donc je vais peut-être passer la vidéo de la campagne, mais vous en faites pas, j'enverrai tout ça évidemment après la session ici, mais simplement pour vous dire qu'on développe énormément de matériel pour ces campagnes, un peu à l'image des toolkits. C'est du matériel que vous pouvez vous approprier. Et la prochaine étudiante, donc je vais quand même la montrer, c'est une initiative. Oui, je voudrais peut-être juste dire que pour les questions, je peux peut-être envoyer un mail par après, parce qu'on a pris un peu plus de temps. Ouais. Mais je vais juste répondre à la question sur la prime bio. Il faut se dire que oui, la prime elle permet effectivement, si le choix est fait par la coopérative, d'investir encore davantage dans le bio, hein, c'est sûr, on peut continuer à investir dans le bio. C'est fait pour ça. Le prix minimum déjà couvre les coûts d'une production durable. Mais je ne pense pas qu'il faille penser, ce n'est pas juste une prime qui va financer quelque chose. C'est-à-dire que c'est l'ensemble, hein, c'est aussi si vous vendez, vous avez une bonne productivité, donc la coopérative, elle doit bien fonctionner aussi. Donc on n'est pas une organisation de béquilles, hein. Les organisations, les coopératives doivent pouvoir bien fonctionner. Elles ont leur propre responsabilité aussi d'être des organisations qui sont performantes, de travailler correctement, de fournir une bonne qualité de travail. Donc oui, la prime permet d'investir dans ce type de coûts, mais très souvent, ils décident d'investir dans autre chose parce que voilà, ils ont leur propre système de financement.
Voilà, donc il faut un peu sortir de l'idée de la coopération nord-sud à l'ancienne. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je voulais quand même dire ça. C'est très important. Mais c'est vrai qu'il est déjà l'heure et ça, c'est vraiment plutôt du contenu inspirationnel. Donc, ça fera plutôt partie de ce qu'on vous enverra par email en suivi de cette session. Une vue voilà, sur les différents canaux qu'on utilise pour vous dire évidemment que vous, proactivement, pouvez aussi nous tenir au courant de vos initiatives durables et on les relaiera avec plaisir si, évidemment, ça peut construire l'histoire de votre engagement avec Fairtrade. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, on y répond avec plaisir, soit par email si on a besoin d'aller chercher du contenu chez d'autres collègues, soit maintenant si jamais vous utilisez la box de questions-réponses et qu'on peut vous fournir une réponse adéquate. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à la session et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des réactions, à les communiquer. Merci Olivier. Voilà, je laisse encore l'occasion pour des questions éventuelles, mais je vois qu'on a surtout droit à des merci. Donc, oui, on fera la Fair Fashion Fest avec une de nos collègues, Sarah là. Oui, c'est ça. Avec une chouette activité. Pour plus d'infos sur l'activité qu'on mène pour la Fair Fashion Fest, je vous invite à consulter notre site web. Vous y trouverez les modalités. Parfait. Eh bien, je crois qu'on y est. Merci à tous d'avoir suivi la session. N'hésitez pas à nous contacter et voilà, à la prochaine. Vous avez nos contacts sur le site internet, dans Fairtrade Belgium, tout en haut, dans la ligne noire. Il y a Team, Fairtrade Team qui est là. Vous pouvez toutes nos coordonnées sans souci. Et sinon, on est aussi sur LinkedIn tous les deux. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Au revoir. Au revoir.